C'est le meet-up de l'entreprise agile, hein. L'idée de ce meet-up, c'est surtout d'avoir un espace d'échange sur l'entreprise agile, ce qu'est l'entreprise agile. Ça fait on l'a commencé en novembre dernier, et puis pour l'instant, on tient le rythme d'une session par mois. Et c'est la première fois où finalement il y a une présentation, parce que généralement, c'est plutôt des ateliers, des échanges, des réflexions. Et donc, j'espère qu'on va rester dans le thème, c'est-à-dire que malgré que ce soit une présentation, j'espère que ce retour d'expérience va déclencher des discussions et des échanges. Un petit peu le but. Dès que c'est possible, moi j'essaye de faire un replay, donc enregistré comme aujourd'hui, et puis un compte Mhm. rendu des échanges qui ont lieu. Et donc, tout ça, je le mets dans le Circle. J'ai un Circle, alors, tout le monde ne connaît pas forcément cette plateforme. Moi, je propose un Circle où je stocke tous ces comptes rendus et d'autres choses. Donc, si vous êtes intéressé, alors, il suffit de s'inscrire. L'inscription, elle est gratuite, elle est plutôt simple. J'ai dû devoir comment afficher mon écran. Les infos efficaces. Bonjour à tous déjà. Donc, Bonjour. on Bonjour. sera, on sera deux aujourd'hui à vous faire ce Rex. Donc, moi et Romain Poiret. Est-ce que Romain est Bonjour à bien? Il tous. est là. Donc, aujourd'hui, en effet, on va vous parler d'un Rex d'une équipe agile qui s'appelle le Digital Lab, côté Kiabi. Donc, déjà, rapidement, qui je suis. Donc, moi, c'est Julien Ronette. J'ai bossé pour Kiabi pendant 15 ans. J'ai été leader des communautés de dev et agile de Kiabi durant cette période-là. Et j'ai aussi été donc fondateur et leader de cette équipe Digital Lab pendant quasiment 5 ans. Et depuis maintenant, fin 23, j'ai changé d'entreprise. Je travaille maintenant pour ADO en tant que Head of Developer Experience. Mais c'est vrai que cette partie Digital Lab, c'est une équipe qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'ai trouvé intéressant de continuer finalement à représenter un peu sa façon de travailler avec Romain directement. Et du coup, bon, il n'y a pas de mystère, hein. Donc, Romain Poiré, avec l'accent, j'insiste, c'est important. Vous vous doutez bien pourquoi. Je suis maintenant le leader du Digital Lab à Kiabi et j'occupe aussi maintenant le poste de leader guilde dev à la place de Julien, du coup, puisque j'étais co-leader guilde dev avec lui avant son départ et j'étais un membre un peu moteur du lab avant son départ également, en sachant que j'ai fait on s'est connus il y a très longtemps avec Julien, puisque j'ai fait une grosse période de prestation de 4 années à Kiabi, où il était mon chef à l'époque. Tout à fait. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une conf qu'on a eu l'occasion de donner, on a eu la chance de donner ça lors de l'Agile 2023. Voilà, donc l'équipe est encore présente, hein, bien entendu, au jour d'aujourd'hui. Donc, bien comprendre, avant de commencer, que ce qu'on va vous montrer, ça fonctionne chez Kiabi, mais il y a toujours des mais, avec un contexte et une culture d'entreprise qui est particulière. On pourra vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est. Ce n'est pas une approche qui est one size fit all du tout. Gardez en tête qu'on va vous présenter des choses qui peuvent être étonnantes pour des agilistes. Voilà. C'est l'occasion d'être ouvert d'esprit par rapport à cette méthode, qu'est-ce qu'on a mis en place, voilà, et qu'est-ce qu'on en retire finalement. Et surtout, c'est aussi le Rex d'une seule équipe chez Kiabi. Il y a des équipes côté Kiabi qui font de l'agilité, il y en a plus d'une trentaine. C'est la seule équipe qui travaille comme cela. Le reste des équipes de Kiabi travaillent sur une forme d'agilité, je dirais, plus classique, comme on peut l'avoir habituellement. L'objectif, bien sûr, de ce Rex, c'est aussi de pouvoir échanger. On va essayer de le faire court, peut-être une demi-heure, et ensuite garder du temps d'échange tous ensemble, de voir qu'est-ce que vous en avez Mhm. pensé et qu'est-ce que vous en ressortez, est-ce que des choses que vous pratiquez aussi de cette manière-là dans vos entreprises respectives. Alors, à l'origine de cette équipe, on retourne en 2017. Mon responsable, du coup, hop, j'ai passé une slide, retour en 2017, mon responsable, Christophe Allier, qui est donc le DSI de Kiabi, me demande de monter une nouvelle équipe avec un besoin clair qui est de pouvoir tester rapidement et simplement des nouvelles idées du métier. Donc le but, c'est bien de se dire, le métier va venir avec une idée très simple et on va essayer de la rendre concrète et testable sur le terrain de manière la plus rapide possible, d'être un vrai accélérateur finalement pour démarrer des nouveaux services et pour innover, mais au service du métier. Beaucoup d'équipes d'innovation, quand on est côté informatique, se focusent sur l'innovation technologique. Là, pour le coup, on est sur une équipe qui ne fait pas de l'innovation technologique, mais de l'innovation vraiment métier, et qui va vraiment aider à faire avancer les hypothèses métiers.
Donc tout de suite, dès qu'on crée l'équipe, on se pose une devise qui est: il n'y a pas de mauvaises idées, mais que des idées qui méritent d'être testées sur le terrain. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on écrit ça finalement? On va rentrer tout de suite dans une logique de test and learn, fail fast, faire grandir l'idée tous ensemble avec les personnes qui l'ont, côté métier, une vraie logique d'intelligence collective, ne pas faire trop d'hypothèses théoriques, voire en faire le moins possible par rapport aux idées. Donc, on va essayer de ne pas juger les idées, très clairement, et s'appuyer le plus rapidement possible sur des feedbacks concrets du terrain le plus tôt possible. Et vous allez voir, quand on va parler le plus tôt possible, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans une équipe comme celle-là. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Quand je vous disais pas juger les idées, on a clairement eu des idées tout au long de ces 6 ans dans l'équipe, des fois très farfelues. Ah, peut-être là. Et pour autant, bah voilà, c'est pas forcément ces idées les plus farfelues, c'est pas forcément les idées les plus décalées qui n'ont pas marché. Donc vraiment se dire, il y a des idées qui paraissaient très bonnes et qui ont été des flops complets, des idées qui ont été, à contrario, assez Non, je étonnantes comprends. et qui ont bien fonctionné. Donc ça, c'est un peu je dirais le workflow qu'on va suivre là-dessus. Quand on regarde comme ça paraît très classique, avec une phase d'idéation, une phase de maquettage, une phase de prototype, une phase d'expérimentation. Ce qui est très différent quand on l'applique finalement chez nous, c'est le temps de ces différentes phases-là. On est vraiment sur certains sujets qui vont des fois prendre moins d'une semaine ou 2 semaines. Les plus gros sujets, c'est l'ordre de quelques mois pour faire toutes ces phases-là. L'important surtout, c'est de partir de cette phase de capture d'idées en aidant tout de suite la personne qui a l'idée côté métier à challenger un peu l'idée, à réfléchir à comment on peut en faire le plus rapidement possible un MVP. C'est une vraie approche MVP dans une vraie logique de comment on va à l'essentiel de son idée pour aller l'expérimenter sur le terrain le plus vite possible. L'expérimentation terrain, elle avance tout de suite. On va se focuser tout de suite sur qu'est-ce qui va faire que ce test sur le terrain va être concluant ou pas. Donc souvent, petite logique de KPI à réfléchir et à mettre en place dès le début. Ce qui devient le plus intéressant, finalement, c'est la phase de validation. On a donc 2 cas. Soit l'idée trouve son public, donc ça peut être des idées qu'on a déployées en magasin, qu'on a déployées dans les services centraux, par exemple, et auquel cas, elle va basculer sur un mode de projet classique et elle va basculer sur un mode de produit classique qui rentre dans le cadre d'une autre équipe qui va faire grandir ce produit-là. Mais le plus intéressant, finalement, c'est les idées qui ont foiré. Dans les idées qui n'ont pas marché, on est vraiment dans une logique de fail fast, avec peu d'investissement en termes de temps, en termes d'argent, et surtout, ce qui est assez sympa, c'est que on a peut-être eu, allez, en termes de stats, environ un tiers des idées passées un tiers des idées et des projets passés par cette équipe qui ont été des fails. Et pour autant, l'entreprise ne l'a pas vu comme un échec. On a vraiment eu, à chaque fois, cette capacité de dire, OK, cette idée-là n'a pas marché, ça n'a jamais été pour des raisons techniques d'ailleurs, c'était souvent parce que ça n'a pas trouvé son public. Des fois, c'était trop en avance de phase. Des fois, tout simplement, c'était une mauvaise idée. Ça arrive aussi. Mais systématiquement, c'est plutôt concentré sur qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qu'on peut en gagner. Et assez étonnamment, on se rendait compte que les personnes qui avaient posté les idées au départ étaient contentes, même de la façon dont le projet s'était déroulé, même s'il y avait un échec à la fin. Donc, vraiment, c'est une vraie logique de fail fast, de droit à l'erreur, et d'avancer sur... Oui, fail fast. Voilà. Romain, je te laisse parler un peu des résultats. Ouais, et ben du coup maintenant ça fait presque 7 ans, hein, on arrive tout doucement sur les 7 années. Donc quels sont les résultats? Donc au lab, on a eu quelques échecs comme Julien l'a dit, mais on a aussi eu des gros succès, en tout cas pour l'entreprise et pour Kiabi en général. Donc il y a toute la plateforme de seconde main, par exemple aujourd'hui, qui est juste derrière Vinted, qui a été développée au lab à l'origine, qui fait partie de ces projets qui ont été récupérés en industrie et en phase d'industrialisation globale pour Kiabi. Donc ça a été un projet qui a été lancé en petit comité au lab avant de passer à grosse échelle. Kit Canaille, qui est une marque blanche Kiabi qui a été portée par le lab à 100% et qui aujourd'hui est gérée en build et en run par le lab.
Et un sujet qui a fait beaucoup parler, alors ça sera plus l'année dernière, tout le long de l'année, où on en a entendu beaucoup parler, parce qu'il y a eu beaucoup de diffusion aux infos, à la radio, dans la presse spécialisée. C'est tout le programme de la location autour de Kiabi. Donc, gros sujet de l'année dernière qui a beaucoup buzzé. Donc, au total, c'est plus de 60 projets réalisés. Donc, comme l'a dit Julien, ça peut être des très petits projets à des projets à plus de 500 jours. Comme l'a précisé aussi Julien juste avant, ça peut être des projets d'innovation ou juste des quick wins. J'ai en tête un petit truc tout bête suite à la réglementation de cette année. L'édition des tickets de caisse devient de plus en plus réglementée en caisse, sauf que beaucoup de pickpockets s'en servent à bon escient pour piquer des vêtements. Donc, du coup, on a développé une petite application pour retracer les sorties de vêtements et pour prouver que les clients ont bien payé leurs vêtements. Donc, c'est le genre de petit programme tout bête, ça prend 3 jours à développer, mais en magasin, c'est une grande aide et c'est une facilitation importante. Le lab, là, en 2023, c'était 15 projets en parallèle, donc c'est toutes mises en prod en 2023, donc que ce soit pour du build ou du run. Cette année, le gros projet étendard, c'est tout ce qui concerne la customisation de vêtements, donc qui rentre en phase d'indus. Donc là, on est en train de porter le sujet avec les autres équipes de Kiabi pour rebasculer ce sujet, mais sur des équipes un peu plus classiques. Et vous allez me dire, mais il faut combien de personnes pour gérer tout ça? Eh bien, dans l'équipe, on est 10. Il y a énormément de juniors et il y a 2 expérimentés. Pourquoi cette proportion de juniors et d'expérimentés? On préfère prendre des juniors qui vont pas avoir un mindset un peu, on va dire, dans un moule déjà forgé par d'autres expériences. Donc, ils sont plus aptes à s'adapter et à rentrer dans le mood du lab. Et comme vous le voyez, du coup, l'indicateur important pour nous, finalement, c'est qu'il y a 100% de recommandations des personnes qui portent les idées sur ces équipes-là, y compris pour des projets qui ont foiré, sur des projets sur lesquels on considère qu'ils n'ont pas été au bout. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Au début, l'équipe, hein, elle avait démarré à 2 développeurs. On est maintenant à 10. Donc, c'est que du bouche à oreille, hein, qui s'est fait pour récupérer ces projets. Alors, OK, finalement, la recette derrière, c'est quoi, Romain? Et ben, la recette, hein, c'est vraiment tout simple, tout bête. C'est qu'il ne va pas y avoir de techno exotique par rapport au reste de Kiabi. Comme l'a dit Julien, on n'est pas un lab technologique, on est un lab d'innovation métier. Donc on reste dans un scope Kiabi, sauf demande très particulière. Par exemple, sur des applications mobiles, on est obligé de s'adapter et suivre un peu le mouvement, mais ça reste vraiment la limite. L'équipe de juniors, c'est très important, parce que du coup, ils vont être impliqués tout de suite dans les projets. Ils vont avoir des réflexes que d'autres développeurs n'auront peut-être pas, puisqu'ils vont être très forgés par le rythme. Je passe par un PO, je passe par un Scrum, je passe par des interlocuteurs, plutôt qu'aller voir directement un métier. Une qualité qui est importante, c'est qu'il y aura une qualité ISO Kiabi. Ça, c'était un des grands arguments qu'il y avait contre le lab pendant très longtemps, c'est vous allez vite parce que vous ne respectez pas les règles. C'est une qualité ISO Kiabi, on peut prendre n'importe quel sujet et le déporter d'une équipe lab vers une équipe classique. Aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de rester simple et d'être pragmatique. On ne va pas chercher compliqué, on va éprouver une idée et on va tout faire en sorte pour que cette idée soit éprouvée. On ne va pas commencer à greffer plein de choses autour, on va droit au but. Et important pour arriver à tout ça, c'est de limiter les interactions et de limiter les strates. Donc, on va faire des échanges directs, c'est-à-dire qu'un développeur va directement parler à un demandeur, c'est-à-dire un porteur d'idées peut directement avoir accès au développeur et inversement. Donc, comme vous le voyez, on va se refaire un back to basic, hein, donc de redonner finalement dans cette équipe-là l'agilité aux développeurs, clairement. Donc, je pense qu'on est tous autour de la table quand même assez senior sur la partie agilité. Je pense que vous avez tous entendu parler d'Art of Agile. Alors, pourquoi je mets Art of Agile? Il y a 2 ans de ça, un des développeurs, plus confirmé, qui était rentré dans l'équipe, est venu me voir en me disant, bah, Julien, je ne comprends pas, notre équipe, elle marche pas mal, mais pourquoi on ne fait pas plus d'agilité? Ok. Alors, je lui pose la question, bah, c'est quoi pour toi plus d'agilité? Il dit, bah, je ne comprends pas, on ne fait pas d'itération, on ne fait pas de poker planning, on n'est pas en train de faire nos rétrospectives comme je le faisais avant. Je dis non. Donc, je lui explique, non, en fait, là, ce que tu m'expliques, tu n'es pas en train de me parler d'agilité, tu es en train de me parler de Scrum. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à ce moment-là, il m'est venu l'idée de redire, OK, si on devait se comparer un petit peu dans la méthode qu'on a actuellement au lab à quelque chose, qu'est-ce qui pourrait expliquer aux nouveaux développeurs qui rentrent dans l'équipe ce qu'on a comme philosophie et comment
on est sur de l'agilité finalement assez pure, ou en tout cas quelque chose de plus retour aux sources. Donc, Earth of Agile est clairement l'approche qui ressemble le plus dans ce qu'a pu expliquer Alistair sur comment en effet on gère nous notre process au quotidien. Donc justement, mon premier truc, si on reprend un peu les grands points, on en parlait des développeurs au centre. Romain, si tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par là. Effectivement. Donc, par rapport à notre équipe, le lab, ça va être quoi? Ça va être un porteur d'idées. Donc, qu'importe l'idée, ce qui est important au lab, c'est qu'on ne juge pas une idée. On prend toutes les idées, quelles qu'elles soient, et on va expérimenter ça sur le terrain. Donc, on a sur une équipe type un porteur d'idées et 2 développeurs. Pourquoi 2 développeurs, hein? C'est une problématique de backupage, hein. C'est très simple. C'est toujours mieux d'avoir 2 personnes. S'il y en a un qui tombe malade, blessure ou autre, hein, on peut continuer le projet. Et ce qui est intéressant quand on dit ça, on va dire bah, 2 développeurs, on va pas aller très loin avec ça. Dites-vous qu'on a monté un site e-commerce complet de seconde main avec 3 développeurs. Donc il y a moyen, avec des pratiques plus pragmatiques, de savoir monter des gros projets avec des équipes petites finalement. Ce qui est aussi une croyance qu'on commence à avoir de moins en moins dans le métier. Alors, on va répondre à quoi? On va répondre à un besoin et on va aussi apporter des solutions. C'est ce qui est le plus important. On ne va jamais dire non. On va juste proposer des alternatives si des choses sont infaisables, hors budget, hors scope ou trop compliquées. Le but, c'est vraiment d'éprouver l'idée et d'y arriver par tous les moyens possibles, mais par des moyens réalisables. Il faut garder en tête qu'un ratio valeur-effort est important et souvent, ça va être facilement compris par le demandeur puisque lui, ce qu'il veut, c'est expérimenter et tester. Donc, quel apport on a à ce modèle très simple et très basique en fait sur l'image, hein, c'est facilement compréhensible par tous, c'est qu'on a une fluidité des échanges qui est imbattable. C'est du l'échange direct, c'est comme si vous étiez à la machine à café le matin. Une compréhension du besoin bien plus fine, puisque du coup on peut poser les questions directement. On a le demandeur qui est en face de nous, qui passe sur le plateau, qui vient discuter avec nous le matin. Il y a une forte implication des développeurs. Forcément, quand les développeurs sont en bout de chaîne et qui ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'ils font, il y a la lassitude, il y a l'effet de bon, c'est un projet de plus sur ma carrière. Là, ils sont vraiment réellement impliqués. On les emmène sur le terrain en magasin, par exemple. Donc, c'est eux qui vont vendre des forfaits de la clientèle, c'est eux qui vont interagir avec les personnels en magasin. Donc, forcément, ils sont bien plus impliqués et ça crée quoi? Ça veut dire qu'ils sont force de proposition à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle idée. On apporte une vision technique très tôt, c'est super important, c'est pour répondre à ce ratio effort-valeur cité tout à l'heure. Et on reste bien sur un focus solution. Faire des choses techniques et faire des choses pour flatter l'ego du développeur, c'est faisable, on sait le faire, mais ce n'est pas le principe du lab. Le but, c'est vraiment d'aller tester sur le terrain et d'éprouver une idée. Donc les prises de décision sont très rapides, comme tout est cadré, les échanges sont très fluides, on va très très vite et on peut réaliser très très vite. Bon, ça, je pense que vous l'avez déjà vu, ces schémas-là, hein, qui représentent les interactions finalement qu'il peut y avoir sur un groupe de personnes. Donc nous, on est clairement dans le schéma quasiment le plus simple, hein, avec 3 connexions à faire. Forcément, une fluidité d'infos et de prise de décision qui en est grandement facilitée. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les développeurs sont vraiment au centre du lab et de l'équipe et du fonctionnement en général. Mais vous allez me dire, est-ce que tes développeurs, c'est des couteaux suisses à 15 ans d'expérience qui savent tout faire? Ben, je vais vous répondre non. La plupart de nos développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. On n'a que 2 seniors dans l'équipe. Donc on va plutôt miser sur de la polyvalence plus qu'une expertise très poussée. Donc, en gros, aujourd'hui, un développeur au lab, il sait faire tout ce qui est technologie back-end, il sait faire du front, donc que ce soit de l'intelligence ou de l'affichage. Il sait analyser un besoin, une problématique. Il sait faire un petit peu d'exploitation. Il va y avoir du DevOps. Il va y avoir beaucoup de cloud puisque c'est un peu la norme aujourd'hui. Et on est souvent accompagné par des UX UI, puisque comme c'est souvent des idées terrain avec des utilisateurs, c'est toujours mieux d'avoir une expérience un peu enrichie et facilitante. Le but de tout ça, c'est de casser les silos plutôt que d'attendre, par exemple, que le développeur back-end ait fini son développement, qu'il peut passer au front-end, et ensuite on peut passer aux UX et on peut passer aux LOPS. Là, on a tout de bout en bout, donc ça veut dire que sur les 2 développeurs que vous avez vus juste avant, on est capable de traiter un sujet de bout en bout. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'il vous faut en plus de tout ça? Eh bien, les développeurs qu'on a, souvent, c'est des développeurs qui sont curieux, ça veut dire qu'ils posent beaucoup de questions, ils ont beaucoup de recul sur les problématiques et sur ce qui se passe au quotidien. Donc ça génère quand même pas mal d'ouverture d'esprit.
On a des bons communicants, on a des moins bons communicants, mais souvent les moins bons communicants deviennent beaucoup plus à l'aise avec le temps, puisque ce mode de fonctionnement les incite à prendre aussi position et la parole. C'est Ils ça qu'il sont, faut imaginer que quand un développeur est face au métier en direct, et il va y aller sans nous, hein. Très rapidement, ça nous arrivait très vite d'avoir des stagiaires ou des alternants qui prennent le lead d'un sujet et qui se retrouvent face au métier en direct. donc on a par exemple dans l'équipe encore aujourd'hui quelqu'un qui était un très grand timide et qui aujourd'hui gère un produit d'industrialisation sur la custo. On est très orienté focus, donc focus solution. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'important, c'est d'aller répondre à un besoin et de tester quelque chose. Et leur aussi grande qualité, c'est qu'ils ont une énorme envie d'apprendre. Bon, on switch énormément de projets. Vous avez vu 15 projets sur l'année. Donc, c'est rare quand même qu'un développeur reste dans ses bases et reste cloîtré dans un petit carré de confort. Donc, c'est souvent un switch permanent. Donc, il faut avoir cette adaptabilité aussi en permanence. Donc, comme vous le comprendrez, du coup, un des éléments un peu clés d'une équipe comme la nôtre, hein, c'est comment on recrute les bonnes personnes, finalement. Comment on s'assure que ces jeunes qu'on fait rentrer dans l'équipe, ils aient les soft skills déjà. La partie technique, ils vont pouvoir l'apprendre, ça, il n'y a pas de souci particulier, mais que dans les soft skills, on retrouve finalement déjà les bons éléments. Alors, on en parlait justement des échanges directs. Ça, c'est le deuxième élément qui est vraiment clé. Quand on parle de ça, concrètement, comment ça se matérialise, Romain? Eh bien, on vous l'a expliqué déjà un petit peu avant, hein. On a vraiment le métier, l'idéateur, tout ce que vous voulez, mais qui correspond à notre émetteur d'idées qui est en direct avec nous. C'est-à-dire qu'on passe très peu par le mail. C'est vraiment l'ultime recours. C'est vraiment la culture de l'oral qui prime. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos métiers sont principalement sur le plateau avec nous, le matin, pour un petit déj, pour un café. Donc, on a beaucoup de problématiques en fait, qui sont résolues par la culture de l'oral, sans passer par des réunions qui durent 2 heures où on tourne en rond et au final, on remet une deuxième réunion pour annuler les décisions de la première. Donc, c'est aussi là-dessus où on gagne beaucoup en fluidité, c'est que tout est clair et transparent. Donc, le run, ça va marcher de la même façon. J'ai un exemple tout bête. Le run, par exemple, on a un de nos développeurs sur un des sujets qui était embêté par des irritants en entrepôt. Il s'est déplacé à l'entrepôt, il a été avec l'opérateur en entrepôt et le run a été traité en 1 heure. Donc ça reste des problématiques récurrentes et de proximité. Et en fait, en faisant ça, on va beaucoup plus vite à comprendre le problème plutôt qu'à rester dans notre coin et à faire des mails ou des messages sur Teams, par exemple. Donc Et, quand on et- fait ces échanges, et c'est au besoin, il n'y a rien de planifié, sauf grosse réunion de lancement où là, c'est un peu plus cadré, mais au quotidien, c'est à la demande. Je peux très bien me déplacer et aller voir quelqu'un tout au long de la journée. Ça ne posera pas de problème. Et Et très si, clairement, si, vas-y. vas-y. Et très clairement, c'est que les idéateurs comme les utilisateurs sont ravis de ce mode de fonctionnement, en fait. Ils trouvent que c'est d'une fluidité très bonne. Et en effet, eux ont beaucoup de mal d'ailleurs, des fois, à repasser sur d'autres modèles par la suite. Parce que quand ils travaillent avec une équipe comme celle-ci, où ils vont pouvoir avoir cette fluidité d'échange et cette facilité finalement d'expliquer leurs problématiques sans devoir formaliser quoi que ce soit en termes de documentation ou autre, ils adorent ça. Et ben, vous vous doutez bien, avec l'époque post-Covid, comme le télétravail est devenu un peu à la mode en ce moment, c'est un mode de fonctionnement qui s'adapte très bien à l'hybridation. Donc, on a 3 jours de remote et 2 jours sur site. Donc, les jours sur site servent principalement à tout ce qui est atelier en commun, par exemple les brainstorming, les pair prog, le testing. Donc, il y a beaucoup de plus à avoir cette pratique avec les échanges directs. Ça nous évite en fait d'être bloqué par un switch, par exemple, sur du télétravail pour des problématiques diverses. Hop, alors, troisième point important, on le disait, c'est un besoin qu'on veut traiter de manière émergente et qui va s'appuyer avant tout sur les retours terrain. Donc, quand on parle d'approche MVP, finalement, et d'approche solution, qu'est-ce qui va être important pour nous? C'est que la phase d'analyse du besoin, elle soit la plus courte possible. Et souvent, ça peut vraiment des fois être de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. Pourquoi? Parce que, et là c'est le constat qu'on a fait hein, au fur et à mesure, plus la phase d'analyse est longue, et de notre point de vue, plus on s'éloigne de la problématique initiale qu'on cherchait à résoudre. C'est-à-dire qu'on va aller rajouter finalement des fonctions en plus, et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça en plus. Ah oui, j'avais pensé à ce truc-là encore en plus. Sauf que tous ces éléments-là nous écartent pas mal de l'essentialisation de pourquoi et de qu'est-ce qu'on voulait tester au départ en fait. Donc la personne qui vient nous voir avec une idée, elle veut tester cette idée-là, c'est à nous de l'aider à l'essentialiser
et à enlever le superflu, finalement, pour rentrer dans une solution la plus rapide possible pour tester cette hypothèse-là. Et donc, le terrain comme seule vérité, ça, c'est vraiment important. Donc, on le disait, on essaie de ne pas juger l'idée à l'avance, donc de pouvoir s'appuyer sur les feedbacks terrain de vrais utilisateurs de manière la plus rapide possible, pour bien sûr améliorer le produit. L'objectif, bien entendu, hein, c'est quand on va, par exemple, au bout de quelques semaines, avoir commencé à avoir été intégré un premier MVP sur le terrain, de l'améliorer grâce au feedback. Et clairement, les MVP qu'on met sur le terrain au bout de quelques semaines, soyons clairs, on n'en est pas fiers. Ce pas des trucs où on dit waouh, ça fait c'est fou. Et d'ailleurs, c'est presque un élément clé. Si on est trop fier de notre MVP, on considère qu'on n'a pas été assez vite. Ouais. C'est qu'on n'a sûrement pas été assez à l'essentiel et qu'on n'a pas et qu'on a été mettre trop de choses autour et pas assez proche de l'idée d'origine en fait, et de la problématique d'origine. Donc les feedbacks terrain ont toujours raison, ça c'est important aussi, ça c'est notre laïus vraiment là-dessus, y compris quand on était persuadé que c'était une connerie de faire comme ça. Si les clients sont contents, bah ok, il n'y a pas de souci. Et Romain vous en parlait, les devs sont présents sur le terrain. Dans plein de cas différents, les développeurs se déplacent directement pour démarrer les services, par exemple. Et à tous les nouveaux services qu'on démarre, les développeurs sont toujours présents pour démarrer le service directement, en contact avec les clients ou avec les conseillers de vente ou les personnes en entrepôt. Alors ça peut être difficile pour certains au départ, faut être honnête, hein, tous les développeurs n'ont pas cette appétence à aller sur le terrain comme ça, mais une fois qu'ils l'ont fait la première fois, ils se rendent compte de toute la plus-value que ça peut avoir et ils apprécient plus par la suite de pouvoir le faire directement. Et pour la petite histoire, vous voyez là, donc ça c'était le lancement de la location. Donc c'était le lancement, le premier lancement, donc au mois d'août. Et sur cette petite image, la petite blague qui a traîné pendant très longtemps, c'est que c'est moi qui ai vendu le premier forfait de location en sachant qu'on était l'équipe IT. Donc ça a fait beaucoup rigoler tout le monde. Donc voilà, les devs savent aussi se présenter sur le terrain et savent aussi être à l'aise sur le terrain. Et comme l'a dit Julien, là, il y en a certains qui sont très peu à l'aise au début. Souvent, les expériences suivantes sont nettement plus pertinentes et intéressantes pour eux. Alors, quand on parle de besoins émergents, il y a quelque chose qu'on aime bien travailler dans les ateliers d'idéation, c'est ce type de schéma-là. Donc, dessus, finalement, on a mixé pas mal de choses, un peu de product vision, un peu de story mapping, un peu de journée map. Comment ça se pratique finalement souvent? C'est souvent un tableau Miro qu'on va travailler sous des ateliers d'une heure ou deux avec les idéateurs au démarrage. Et au bout d'une heure ou deux, on arrive déjà à ce niveau-là souvent d'échange. À savoir bien discuter avec eux du parcours utilisateur qu'ils imagineraient, se reposer la question qui est essentielle pour nous, quel problème cherche-t-on à résoudre et pour qui? C'est la question qu'on pose, je pense, la première question qu'on pose systématiquement à toutes les personnes qui viennent nous voir pour justement bien recadrer qu'est-ce que son idée doit aller valider, pour qui ils le font. Assez étonnamment, on a eu plusieurs fois des gros pivots très rapides grâce à cette question-là. En fait, une personne qui nous expliquait finalement qu'elle voulait aller travailler ça pour travailler, par exemple, des éléments autour de l'encaissement, et de se rendre compte que finalement, ce n'était pas l'encaissement qui était son cœur de cible. C'était quelque chose qui était lié au process de caisse, certes, mais pas à l'encaissement en lui-même. Voilà. Donc c'est très intéressant comme question. Quel problème cherche-t-on à résoudre? Elle est clé, celle-là. Ensuite, on va retrouver clairement comme un story mapping, quelques éléments qu'on va prendre comme note en live avec l'idéateur sur un peu le parcours, les fonctionnalités potentielles. On fait le travail d'MVP souvent en live, typiquement avec un peu de color coding pour dire quelles seraient les features un peu clés. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, on intègre directement les éléments techniques. La swimlane du bas sont tous les éléments tech qu'on va devoir prendre en compte, nous, sur la partie développement, qui puisse être en lien avec aussi bien du matériel ou en lien avec des problématiques techniques plus liées à du logiciel. Et voilà. Et donc ça, on va les mixer tout de suite sur un atelier. Ça, clairement, comme je vous disais, en 2-3 heures de temps, on arrive à ce niveau-là. Et assez étonnamment, c'est toujours amusant la première fois qu'on le fait avec quelqu'un, ils sont très surpris de la façon de faire, en fait. D'avoir finalement construit ça en live, en 2 heures, et de se dire qu'on peut développer quelque chose à partir de ça. Ben oui, on peut développer quelque chose à partir d'un atelier de 2 heures comme celui-ci. Alors, quatrième point important, des pratiques agiles qui se veulent adapter à l'équipe. Et donc, du coup, sans framework, comme vous l'aurez compris.
Donc, on peut considérer que l'équipe, finalement, du lab, elle a créé au fil du temps sa propre méthode, sa propre façon de faire de l'agilité, qui est basée sur ces problématiques. Bien souvent, et j'ai coaché beaucoup d'équipes, hein, j'ai fait pas mal de coaching agile aussi côté Kiabi, les Scrum Masters ou les PO viennent me voir en me disant bah, j'ai vu telle pratique qui a l'air sympa, j'aimerais bien essayer pour la mettre en place dans mon équipe. Et souvent, quand on prend cette partie-là, finalement, ils ont vu une pratique qu'ils ont trouvée un peu cool, un peu hype, mais ils ont envie de la tester dans leur équipe. Mais pour faire quoi en fait? Pour résoudre quel problème? Là, on a inversé clairement le sujet, côté Digital Lab. On n'a jamais essayé de mettre en place la moindre pratique s'il n'y avait pas une problématique réelle et récurrente de l'équipe. Et j'insiste sur le récurrent. Bien souvent, on va mettre en place une pratique agile parce qu'il y a eu une fois un problème. Ok, non, c'est pas ça le but. C'est si ce problème est vraiment récurrent, oui, peut-être qu'il y a une pratique, un atelier, un rituel à aller rajouter qui peut t'aider à faire ça. Mais sur le principe, on a vraiment toujours essayé de garder cette partie-là en tête, rajouter des pratiques que quand elles sont vraiment utiles. Alors clairement, on a quand même des pratiques classiques, hein. On fait clairement des délits, oui, comme toute équipe. On fait des reviews et des démos, mais clairement très adaptés, comme l'expliquait Romain. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus fil de l'eau, avec les idéateurs qui passent sur le plateau directement. Et ça fait très bien le job, sans faire tout un rituel très compliqué. On fait des rétrospectives, mais pas forcément comme vous l'imagineriez. Je pense que la dernière rétrospective qu'on avait fait en 23, on avait généré quelque chose comme 25 ou 30 actions derrière, et on en fait une tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que l'équipe, on n'a pas besoin, on n'a pas fait la demande de plus, et en même temps, ça nous a permis d'être beaucoup plus focusé plan d'action et reprioriser la logique d'amélioration continue. Mais finalement, cette logique de rétrospective, à chaque fin d'itération, tous les 2 semaines, l'équipe, on n'a pas forcément le sentiment ni le besoin. Dans les éléments encore un peu plus marquants, on n'a pas de backlog sur la plupart des projets. Ça paraît surprenant quand on voit ça comme ça. Beaucoup de projets n'ont aucun backlog. Et finalement, les éléments qui sont les plus clés dans un peu l'expression de besoin, ça va être ce que vous avez vu sur la partie Miro juste avant, mais surtout, et peut-être encore plus, la partie maquettage et wireframing. C'est beaucoup plus ça qui est notre élément d'échange avec les idéateurs, c'est les wireframes, bien souvent. On ne fait pas non plus forcément d'user story. Ou quand on en fait, c'est de manière jamais détaillée, c'est-à-dire juste un titre, finalement. Juste un titre, avec finalement qui est compréhensible par tous et qui ne nécessite pas d'aller creuser beaucoup de temps finalement pour aller détailler toute une spec. C'est très lié à la culture de l'oral, hein, de l'équipe, bien entendu. Côté visual management, on va travailler, donc, comme vous l'avez vu, beaucoup sur Miro. On fait un tout petit peu de Jira, parce que Jira est l'outil principal de Kiabi pour l'agilité, on va dire, plus classique. Quand on fait du Jira, c'est néanmoins très très macro, et c'est éventuellement sur des projets un peu plus costauds. Typiquement, un projet comme la partie seconde main, là on avait tout un comment dire, peut-être près de une centaine de features à développer. Là, on s'est dit pourquoi pas, ça peut devenir intéressant. Mais sinon, le reste du temps, c'est très peu appliqué. Bien entendu, des logiques d'MVP, des logiques de roadmap, mais pas de roadmap produit finalement. Les logiques de roadmap, on les fait plutôt niveau projet pour savoir se dire, OK, quand on a 15 projets qu'on va traiter en parallèle, quels sont ceux qu'on va globalement au trimestre aller travailler. Ça va se résumer éventuellement des fois à ça, ou peut-être à la maille du mois. Et du coup, ce que l'on ne fait pas, bon, bah, comme vous devez vous en douter, et Julien l'a un petit peu expliqué avant, hein, vous pouvez à peu près oublier tout ce qui est autour de Scrum et d'autres frameworks, hein. Donc, les itérations, bah, étant donné qu'on va à l'essentiel, c'est compliqué de faire des itérations sur l'essentiel. On a très peu d'interlocuteurs et d'intermédiaires différents, donc on oublie tout ce qui se fait en standard. On a juste un idéateur en face de nous, donc on peut supprimer les product owners, les Scrum Masters. Et on ne fait pas de KPI review, puisque comme vous l'avez entendu, il y a un seul feedback qui compte, c'est le feedback terrain, et c'est les utilisateurs finaux. Donc on va se baser beaucoup là-dessus. Pour ce qui concerne l'enveloppe budgétaire et les estimations, grand point d'interrogation pour beaucoup, comme à l'Agile. Les estimations, on a la plupart du temps une enveloppe donnée, et en fait, on va se baser sur cette enveloppe pour développer ce qu'il y a à développer et aller à l'essentiel. On ne va pas perdre du temps à estimer des tâches très finement, puisqu'on sait dans 99% des projets informatiques, les estimations vont de toute façon déborder, dépasser, et on va se battre plus pour aligner un budget qu'autre chose. Donc là, on a une enveloppe globale
qu'on peut donner à l'idéateur en fonction des projets passés. On a déjà une espèce de macro-enveloppe qu'on connaît à peu près en fonction des demandes. Et on s'ajuste par rapport à son budget et pas par rapport à nos estimations qui vont nous faire perdre du temps et où on va faire encore plus de diplomatie et de réunions pour ajuster le budget au fur et à mesure. Donc, on va gagner du temps, on va à l'essentiel et les estimations ne vont pas à l'essentiel. C'est de la perte de temps. Et c'est pas moi qui le dis. Et on a aussi, Vas-y. il y a aussi beaucoup de pratiques à côté, donc hors agile. Donc, vous en avez entendu un petit peu parler. Il va y avoir tout ce qui est bonne pratique de code, tout ce qui est code review. On va beaucoup se baser sur des environnements cloud. Donc, il y a quand même une entraide dans l'équipe qui fait que tout le monde se pousse vers le haut. Donc, que ce soit pour de l'intégration continue, du DevOps, donc tout ce qui est IT moderne est géré dans l'équipe. On a aussi beaucoup d'ateliers avec des UX et des UI, justement pour apporter de la pertinence, même si on est MVP. MVP ne veut pas dire forcément hyper dégradé. C'est dégradé, mais l'important, c'est l'expérience utilisateur. Et on a beaucoup de tests manuels. Donc, on va pas parler de tests IT, on va faire des expérimentations avec nos testeurs qui vont juste tester les projets en pré-indus ou en pré-release pour nous dire un peu les retours, il y a quand même les quelques bugs qu'il pourrait y avoir. Le but, même si un MVP n'est pas parfait, il ne doit pas être inutilisable pour l'utilisateur. Donc, comme on disait, des pratiques adaptées à l'équipe, donc focus valeur et produit délivré. Et donc, comme le disait Romain, finalement, le seul indicateur qu'on suit, finalement, notre principale et seule mesure d'avancement, c'est le produit réalisé. On se concentre uniquement là-dessus. Donc, vraiment, quand on nous demande finalement où vous en êtes là-dessus, nous, on sort le produit qu'on est en train de faire et on montre la démo. C'est tout. De notre point de vue, ça c'est un parti fort. Seules les activités de développement apportent une vraie valeur concrète au produit. Donc, ça veut dire que le reste des activités, on les considère bien comme utiles et complémentaires pour atteindre cette finalité. Mais notre objectif, c'est quand même bien de produire quelque chose et donc de sortir finalement du code au sein de ce produit-là. D'ailleurs, on peut le voir comme ça, 80% du temps de l'équipe est passé à développer. Donc, comme on le voit, moi par rapport aux autres ratios que j'ai connus chez Kiami, c'est beaucoup plus élevé. Et en même temps, ce sont des ratios qui sont optimisés. On a optimisé les rituels, on a optimisé pas mal de choses. Et les développeurs en sont aussi très contents finalement de ce modèle-là. Passer plus de temps à produire finalement qu'à être dans finalement tout un tas de rituels qu'ils trouvent des fois moins utiles ou moins efficaces. Voilà. On est clairement là-dessus. Cinquième élément, et je passerai vite dessus, c'est la partie management. Donc, c'était longtemps mon rôle à moi, c'est maintenant aussi le rôle de Romain. Donc, d'avoir une vraie posture de servant leader. Comme on le disait, on est sur une équipe qui a beaucoup de jeunes, qui doivent aussi gagner en confiance. Donc, avoir cette posture de servant leader en tant que facilitateur, laisser une vraie liberté à l'équipe dans son organisation. Vraiment travailler pour faire grandir encore plus quand on voit les profils qui sont dans l'équipe. Donc, vraiment travailler à cette capacité à faire monter des jeunes, à les responsabiliser très très tôt. Et, je le disais, peut-être le plus important, à insuffler de la confiance. Ça peut être au départ quelque chose qui paraît une grande montagne à franchir pour eux, quand on leur dit, tu vas prendre le lead de ce sujet-là, et t'es parti solo dessus, et vas-y, on a confiance en toi, tu vas y arriver. Cette partie-là, il y a un vrai travail de management pour y arriver. Sinon, en effet, il se noierait vite tout seul. Et ça, c'est un élément hyper important au lab. C'est ce qu'on va appeler l'effet boule de neige. Donc, c'est qu'on va créer un cercle vertueux de confiance. Donc, on va apporter en fait plein de billes pour les devs et se sentir mieux. Donc, du coup, on va commencer déjà par ce qu'on a beaucoup parlé, c'est la responsabilisation. On va quand même on leur donne le droit en fait à l'erreur, puisqu'on estime que se tromper, c'est apprendre et c'est aussi progresser. Donc, ils ont une grande liberté d'action. Bon, ils ne sont pas non plus lâchés dans le grand bain tout seuls, hein. On est encore quand même derrière là pour en porte-à-faux si jamais, pour les secourir en cas de besoin. Mais ils sont hyper libres d'agir, de décider, de traiter les sujets. Donc ça commence par là. On les écoute beaucoup, ils sont force de proposition. Donc forcément, plus on écoute et plus ils sont entendus, plus ils vont avoir envie de proposer. Et du coup, en fait, ils sont plus impliqués, ils vont proposer des choses plus concrètes, plus rapides, moins chères. Le métier ou l'idéateur adore ça, puisque forcément, il est écouté tout de suite, c'est directement mis en place. Et du coup, en fait, le feedback positif vient tomber, tout le monde est content, le développeur reprend un petit peu de baume au cœur, se sent plus impliqué, et ainsi de suite, et la boucle continue à tourner. Et du coup, tout le monde se retrouve content, les développeurs sont heureux, sont impliqués,
l'idéateur est écouté, entendu et voit ses idées concrètes mises en place. Et du coup, nous remercie et ainsi de suite. Et bon, ben voilà, vous voyez où je veux en venir, hein. Tout le monde est content, tout se passe bien et ça continue de marcher comme ça depuis 2017. Un petit élément intéressant qu'on a recréé justement l'année dernière, en lien avec justement la partie ADN de l'équipe. Finalement, ce qui est très différenciant dans cette équipe-là par rapport à d'autres qu'on a côté Kiabi, c'est sa façon de travailler et son ADN. Et on s'est posé la question de comment on pouvait le matérialiser, finalement, en particulier pour des nouveaux développeurs qui arrivaient, mais aussi pour des nouveaux clients avec qui on allait travailler, finalement. Donc, on a recréé ce qu'on appelle un Digital Lab Manifesto, finalement, en se rebasant sur la partie Art of Agile pour se dire, OK, bah, si on prend l'Art of Agile, qu'est-ce que derrière nous, on met en lien avec la partie collaborée? Donc, toutes les phrases que vous voyez, là, du coup, y compris celles qui ne sont pas entourées, sont ce que l'équipe a produit en disant, bah voilà, quand on parle de collaborer, nous, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? On a envie, par exemple, de challenger les idées plus que de développer une liste de besoins imposés. Quand on parle de s'améliorer, on parle de quoi concrètement dans une équipe comme la nôtre? On parle de réactivité de correction plus que de zéro bug. Quand on parle de réfléchir, l'ADN de l'équipe, c'est plus savoir sortir du cadre que de respecter tous les process. Voilà. Et c'est des choses qui sont vraiment assumées. C'est des choses que l'équipe a coécrites pour aussi essayer de mettre sur le papier cet ADN-là. Alors depuis 5 ans, il faut bien imaginer que tout n'était pas vert non plus, hein. Là, on vous dresse quelque chose qui paraît assez simple, en tout cas qui a bien marché. Mais il y a quand même eu des gros challenges à devoir faire. Le premier, c'est qu'on a démarré à 2 développeurs. Là, maintenant, vous voyez qu'il y a une dizaine de développeurs dans cette équipe. C'est comment l'équipe elle a grandi tout en conservant ce même mindset qu'au départ. Avec cette logique MVP, cette logique fail fast et tout. Donc, il y a eu pas mal de travail, déjà de recrutement, clairement. De recruter les bonnes personnes et de leur insuffler ce mindset-là au fur et à mesure, en particulier avec la partie management et aussi avec les autres personnes de l'équipe indirectement. Le deuxième gros point qui a été traité, bah, c'est que les 3 personnes qui ont monté l'équipe, finalement, ils sont plus là maintenant. Moi, j'étais le dernier fondateur, du coup, à être encore présent. L'idée, bah, c'est comment conserver ce mindset-là après le départ des fondateurs. Là, typiquement, le travail qu'on a fait sur la partie manifesto, ça a pas mal aidé. Ça a pas mal aidé à reposer un peu, reposer les bases, reposer l'ADN de l'équipe et à conserver cet ADN par la suite. Ensuite, il y a faire accepter notre méthode de travail au reste de l'organisation. Donc, comme Julien vous l'a dit, il y a beaucoup d'équipes IT à Kiabi. Et au début, ça a été très compliqué. On était un peu les cow-boys de l'IT. Comme on avait très peu de process, très peu de règles, et vous avez bien vu juste avant, il faut savoir sortir du cadre. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc, il y a aussi eu cette image un peu de cow-boy à nettoyer, on va dire, puisque ça est resté très longtemps attaché aux lames. On a aussi cet objectif de mieux s'intégrer dans l'organisation. Donc, on renforce le maillage avec certaines équipes, puisqu'on a beaucoup besoin d'équipes telles que le réseau, par exemple, ou la partie device, quand on doit bosser en magasin, sur les caisses, sur les pockets. Donc, on essaye aussi se mailler et de renforcer un peu ce lien avec tout le monde. On va, sans se mentir, un peu moins vite qu'aux origines du lab sur les premiers projets. Mais par contre, on a des projets qui sont en sortie beaucoup plus adaptables à la DSI en global. Donc, on a perdu un peu cette rapidité de mise en place, mais on va gagner cette facilité de transition et de transformation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets qui se passent bien, et donc il y a beaucoup de projets qui doivent basculer ensuite dans les autres équipes de la DSI. Et c'est vrai que c'était une vraie difficulté pour ces équipes-là de savoir reprendre en fait les produits qu'on avait réussi à créer. Donc on a essayé de s'adapter un peu pour recréer des produits qui étaient peut-être plus proches de ce qu'ils auraient réussi à créer eux, tout en conservant notre méthode de travail quand même, et en allant quand même beaucoup plus vite que si c'était eux qui les avaient fait naturellement. Mais voilà, on a fait retrouver un peu ce juste milieu entre un produit parfait, tel qu'il aurait pu être fait peut-être plus classiquement, et des produits vraiment trop fail fast, entre guillemets. Et enfin, bah, le dernier truc qui est compliqué et qui est pas encore traité, c'est passer à l'échelle. Si demain, il fallait qu'une équipe comme ça, elle ait 20 développeurs et qu'on ait peut-être 30 sujets à devoir travailler en parallèle, on n'a pas forcément encore la baguette magique pour le faire. Et c'est que là, les limites de 10 développeurs, elles sont plutôt, voilà, c'est la limite qu'on a atteinte, qui est peut-être un peu difficile à passer en termes de plafond de verre. Romain, c'est OK pour ça?
C'est OK, ouais, après, il y a, oui, voilà, Ok. ok. Et encore, bon, peut-être dernière slide, finalement, c'est comment se lancer. Euh, si on voulait démarrer ça, si on redémarrait ça dans une autre entreprise, comment se lancer? Finalement, notre point de vue, la première chose à faire, c'est de partir d'une page blanche, déjà. Clairement, pas de partir d'une équipe existante, monter une vraie équipe d'une page blanche. En retrouvant certainement 2-3 développeurs polyvalents, comme le disait Romain, avec la polyvalence sur la capacité technique, mais aussi sur l'appétence, sur la rappétence à aller discuter avec le métier, et avec le bon mindset, avec les bons soft skills. Identifier une première idée sur un nouveau produit ou service porté par un idéateur qui soit ouvert à tester de nouvelles choses. Clairement, les premières personnes qui ont testé des trucs avec le lab, pour eux, ils nous le redisent encore maintenant, hein, c'était une vraie expérience pour eux, quoi. C'était quelque chose. Voilà, ils n'avaient jamais travaillé de cette façon-là. Donc, avoir quelqu'un qui soit vraiment très, très ouvert sur la méthodo et qui se laisse, voilà, qui puisse faire confiance finalement au résultat avant tout et pas juger finalement la méthode de travail. Un point qui va être hyper important, c'est que cet idéateur, il va devoir s'impliquer pour le lancement et il va devoir être très disponible. Parce que comme tout est en construction, il va y avoir justement encore plus de besoins de proximité, d'échange, de liens. Donc ça va être hyper important que cette personne soit disponible et hyper impliquée. Pas juste dire je lève la main, je suis là, et laisser tout couler à côté. Ça, c'est vraiment un des points qui est le plus important. Autre point, ça va être de créer un climat de confiance, donc souvent insufflé par le management. Hein, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Le but, c'est de tester des idées. Il y en a qui vont marcher, il y en a d'autres qui vont échouer. Il faut exclure toute la partie ego du développeur, ego des gens, et se dire que ben, à un moment, on peut réussir, on peut échouer. Il y a d'autres moments, on a échoué parce que c'était pas le bon timing. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, un échec, c'est un apprentissage. Hyper important aussi, c'est laisser à l'équipe la liberté de poser son cadre et de mettre en place des pratiques qui lui correspondent. Pas arriver et déjà fixer un grillage tout autour d'eux en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est hyper important que l'équipe s'auto-anime. Ouais. Et aussi, pour vraiment rentrer dans le bain tout de suite, c'est de délivrer très rapidement sur le terrain un premier sujet, un premier produit. Même s'il est imparfait, les premiers feedbacks vont tomber et on va pouvoir commencer justement à itérer, à progresser, à évoluer et ainsi de suite. La boucle va commencer à se lancer, mais si on ne se lance pas rapidement, on va rentrer dans les dérives ou plutôt les pratiques d'autres équipes qui font qu'on va beaucoup trop réfléchir, aller beaucoup trop loin et sortir du mindset. Ouais. Et pour rebondir un peu sur la partie pratique agile, hein, adaptée à l'équipe, l'idée c'est vraiment de démarrer avec quasiment aucune pratique. Vraiment, vraiment repartir d'une base, à savoir un développeur qui doit discuter avec, qui peut apporter une solution à quelqu'un qui a un besoin. Et juste de point de vue purement pragmatique et avec beaucoup de bon sens, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Donc surtout ne rien mettre autour, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mot de la fin, du coup, Romain? Et ben, le petit mot de la fin, c'est un peu ce qui motive le lab en ce moment et c'est un peu la règle générale de l'équipe. Hein. C'est une idée, quelle qu'elle soit, elle peut faire l'effet boule de neige, comme s'arrêter demain, mais essayer, c'est avancer et se tromper, c'est évoluer. Il y a plein de projets qui le montrent dans le passé où les timings n'étaient pas bons et aujourd'hui, finalement, on les voit revenir tout doucement en taper à la porte. Voilà. Et en effet, gardez en tête que ce sera toujours dans la simplicité qu'on trouvera les meilleures idées, que ce soit aussi bien d'un point de vue idée, solution, que d'un point de vue finalement pratique et méthodologie. Super, Hop, merci. merci à Merci vous. Julien et Romain. Euh, j'ai plein de questions, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres et je vais laisser les autres poser d'abord leurs questions, s'il y en a. Bien sûr. Sinon, je vais amorcer la discussion. Euh, comme j'en ai plein, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, j'avais Ah, Stéphane, vas-y. une toute petite question. Non, déjà, merci. Très inspirant. La page blanche, j'ai beaucoup aimé là sur. Je dis pas que c'est facile à faire le retour arrière chez nous, mais pour ceux qui, par exemple, des équipes non IT, par exemple, je veux dire pourquoi pas, alors qu'on leur impose toujours un cadre Scrum avec tout un tas de choses de départ. Non. Ma question, en fait, c'était effectivement un minimum de formalisation, y compris sur la story, mais est-ce que vous faites un travail
peut-être des fois qui n'est pas toujours facile, mais dire à quoi on verra en tous les cas que l'idée est bonne, qu'on a réussi, enfin, qui sont de certaine façon peut-être les critères d'acceptation, ou en tous les cas le fait que l'idée, on définit à l'avance à quoi on verra, qu'elle est bonne ou pas bonne. Est-ce que ça, il y a un Ouais, tout à effort, fait. c'est jamais facile, en tous les cas, on a toujours du mal C'est- à le faire. Oui, Et est-ce que vous, vous avez ce même souci de l'effort et un peu de la formalisation, cette partie-là? tout à fait. En effet, donc, il y a toujours une part, il y a toujours au moins, il y a toujours un KPI en fait. On se concentre sur un seul KPI bien souvent. Donc on essaie de réfléchir durant la phase d'idéation ou au moins avant d'avoir lancé le proto sur le terrain, c'est quoi le KPI clé qui nous validera que cette idée marche ou pas. Par exemple, les forfaits de location en magasin, bah, est-ce que les forfaits se vendent ou pas? Ça paraît bête, mais voilà. On a toujours réussi, dans tous les cas, à trouver avec l'idéateur un critère qui allait définir ça. D'ailleurs, bien souvent, et ça c'est vrai que c'est peut-être très focusé Kiali, l'idéateur arrive avec son KPI. Très souvent, et je pense que c'est peut-être aussi lié à la manière dont les budgets sont gérés chez Kiali, l'idéateur arrive avec son budget, clairement, et bien souvent, que ce budget-là, il l'ait récupéré, il a dû réfléchir à comment il allait prouver que son idée était bonne. Donc, c'est pas forcément nous qui travaillons ça avec lui systématiquement, il arrive bien souvent avec un KPI déjà un peu clé. Si. Une autre question? Alors, moi, j'en ai une. J'aurais, Ouais, vas-y. désolée, c'est le temps de C'est ça, ouais, unmuter et de démarrer la vidéo. Bonjour, Malika. Je vais faire du pouce sur la question de Stéphane, en fait. Est-ce que vous venez de dire comment cette équipe est financée, Ouais. les Alors, développeurs? Parce que là, vous disiez que les idéateurs, je ne sais plus tout comment à vous fait, les ouais, appelez, plaisir. ont du C'est budget. l'équipe se finance. Alors, initialement, l'équipe avait un budget de fonctionnement, en fait. Donc, elle en a toujours un, mais qui est de plus en plus restreint, pour la simple et bonne raison que l'équipe se finance par les projets sur lesquels elle travaille. Donc, au final, ce sont bien l'ensemble des projets et des idéateurs qui arrivent avec leur budget et qui financent l'équipe. Et en effet, il y a un budget de fonctionnement maintenant, pour donner une idée, je pense que le budget de fonctionnement de l'année dernière pour 10 développeurs devait être de 40 à 50 000 euros. Ce qui nous permet de couvrir quand même quelques éléments récurrents au sein de l'équipe. Et donc, est-ce qu'il y a plus d'idées que de capacités? Dans ce cas-là, vous faites une forme de priorisation Ah non, non, pour alors voir ce qui rentre ou... très bonne question, en effet. C'est quoi l'équilibre, en fait, là-dedans? En fait, non, il y a aucune prio. C'est-à-dire qu'on fera toujours tout et on augmentera la capa de l'équipe. Au même titre que l'équipe peut baisser de capa aussi s'il n'y a pas assez de sujets. Mais attends, quand tu dis augmenter ou baisser de capa, c'est ajouter ou enlever des gens? Oui, Ouais, clairement, ouais. clairement. Ok. Soyons Clairement, précis. clairement. Alors, D'accord. ouais, tout à fait ça. C'est comme ça que l'équipe a grandi, hein, tout à fait. D'ailleurs, elle est passée de 2 à 3 à 4 à 5 au fur et à mesure des sujets qu'on a de plus en plus finalement par bouche à oreille qui sont ajoutés. C'est peut-être la limite du modèle finalement là-dessus. C'est que si vraiment il y avait encore plus de demandes, forcément, on serait bloqué. Là, on a la chance qu'on soit arrivé avec 10 développeurs à la taille un peu critique pour pouvoir soutenir quasiment toutes les demandes de Kiavi sur ces projets-là. On peut le voir comme ça un peu. C'est un peu cette chance-là qu'on a. Et, Merci. pardon, ouais. Quand tu La dis seule que exception aujourd'hui, ça serait qu'il y ait un nouveau projet type seconde main qui débarque, Ouais, voilà, qui est considéré comme un projet à gros volume, où là, effectivement, il faudrait monter une équipe dans l'équipe quasiment. très clairement. quand tu dis que la taille de l'équipe augmente ou descend, en fait, c'est des gens qui viennent des autres de l'IT de Kiabi qui viennent dans le lab, c'est ça, hein? Non, 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 c'est vrai que c'est une bonne question. c'est de l'embauche et de la débauche. Tous les entrées se font par l'alternance. Tous les D'accord, entrées de l'équipe, quasiment depuis pas mal d'années maintenant, se font par des alternants. Donc, c'est des alternants qui sont avec nous et qui restent avec nous après leur alternance, finalement, dans l'équipe. ça marche. C'est souvent ça. Qui veut poser une question? En effet, c'est que pour rebondir sur cette partie alternance, en effet, quand on parle de profil jeune, c'est bien cette partie-là. C'est cette capacité, finalement, à pouvoir démarrer avec les alternants et à les former, finalement, à cette méthodologie, sans a priori particulier sur la méthode. D'ailleurs, c'est assez intéressant comme feedback. On a fait rentrer des profils confirmés dans l'équipe. Ils ont eu beaucoup de mal, dans les 6 premiers mois, à se faire à la méthode.
Pour eux, ils avaient leurs réflexes là-dessus, ils avaient leurs réflexes de mais la user story, elle est pas assez détaillée, ça va pas, je peux pas développer. Il y avait beaucoup de difficultés pour des profils confirmés à rentrer dans la méthodologie comme ça. Intéressant. Oui, juste un truc que j'ai pas compris, c'est alors c'est juste un élément de compréhension. Il n'y a pas tellement de fond dans ma question derrière. C'est juste à un moment donné, tu disais que les porteurs d'idées sont 100% recommandés. Oui, et là, j'ai pas compris de quoi on parlait en D'accord. fait. Ok, ouais, c'est tout bête en fait, hein. Tous les ans, on demande finalement aux personnes avec qui on a travaillé s'ils recommanderaient ou pas l'équipe via un petit sondage. Donc tous Ok. les ans, on a 100% de reco. D'accord, ok. C'est souvent ce petit sondage-là de fin d'année où on leur demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'équipe, comment on pourrait encore s'améliorer, et surtout, est-ce qu'ils recommanderaient finalement à d'autres ce service-là. Et donc, on va dire que c'est le cas, puisque c'est que le bouche-oreille hein, qui fait qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. D'accord. Ok. Merci. Ce qui est une stat, ouais, c'est vrai que c'est une stat qui est importante pour nous parce que si on faisait le même débat dans des équipes chez Kiabi par rapport aux autres produits, la reco, elle n'est pas de 100% loin de là. Ouais, C'est clair. ok. C'est que dans la manière de travailler, c'est que c'est rarement le cas. J'ai une question, c'est du coup ça ressemble un peu à un Innovation Lab en fait, hein, ce que vous avez monté avec beaucoup de sujets qui se montent, voilà, qui se lancent, qui s'arrêtent éventuellement. Comment est-ce que vous faites? Parce que à force de lancer des idées, du coup tu vas multiplier un peu les petites applications, ou peut-être les grosses, enfin, voilà. Et la question c'est comment tu fais soit pour à un moment donné te dire ça c'est un vrai gros truc, tu vois, typiquement un site e-commerce, j'imagine qu'à l'échelle de Kiabi, ça peut pas rester Non, ça va. un petit truc, soit sinon de se dire si ça peut pas scaler, comment tu fais pour gérer le nombre de genres de petites applications pour les maintenir, parce que quelque part tu parlais du run tout à l'heure, mais du bleed, tu run it, mais quand tu dois runner beaucoup plus d'applications que tu as de personnes. Tout à fait. Alors, c'est vrai que alors, il y a deux éléments intéressants. Le premier, c'est que le run déjà est très faible. On pourrait penser qu'on a un run élevé avec un mode de fonctionnement comme ça. Et ben non, en fait, on a un run qui est beaucoup plus faible que le reste des équipes de Kiabi. Donc déjà, on a une capacité finalement à pouvoir gérer du run sur pas mal d'applications en parallèle sans avoir une charge énorme là-dessus. Ça, c'est le bon premier point. Deuxième point, c'est que, je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif, c'est quand même que quand un produit est validé, et quand on a validé finalement que l'idée était bonne, on puisse le basculer dans une autre équipe côté Kiabi. Et ça, c'est ça qui est clé en fait, pour nous. C'est cette bascule de dire, OK, quand l'idée était validée, maintenant, c'est pas nous qui allons assurer le run, c'est bien un vrai produit, une nouvelle équipe qui va se monter, ou une équipe déjà existante qui va récupérer ce produit-là, et qui va nous permettre finalement d'enlever ce produit-là du lab pour pouvoir se concentrer sur des nouveautés. Ok. Du coup, en fait, la question se pose à l'échelle de Kiabi maintenant, parce que les autres équipes peuvent pas grandir indéfiniment, elles n'ont pas un budget indéfini. Qu'est-ce qu'elles en Ouais, font? bien sûr. Et je te pose la question parce que j'ai exactement le même sujet chez mon client actuel, tu vois, aujourd'hui. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on crée un nouveau service, en tout cas la plupart du temps, les nouveaux services qui ont été créés, ils ont été créés avec des éléments économiques derrière. Quand on crée un service de location, il y a finalement des éléments économiques. Donc, Kiabi a la capacité de monter une nouvelle équipe pour pouvoir gérer ce service-là en run. Faut le voir comme ça, finalement. Il y a un retour sur investissement qui existe pour monter une vraie équipe associée à la location, par exemple. Voilà. Donc, c'est souvent ça qui va se passer, c'est soit des équipes qui se créent, comme typiquement on a vu sur la seconde main. La seconde main, c'est clairement une grosse équipe qui a été créée et qui a basculé côté e-commerce pour gérer ce site. Et là, d'ailleurs, je crois qu'à un moment, ils étaient 7 ou 8, hein, là où on avait développé tout ça à 3, nous, uniquement. Et ensuite, tu as les deuxièmes cas, tu as les petites applications. Les petites applications, souvent, elles rentrent, elles sont basculées dans des squads, ou ce qu'on appelle squad chez Kiavi, ou dans des feature teams, qui gèrent déjà quelque chose d'assez similaire en termes de scope fonctionnel. Donc typiquement, si c'est une application, on, on donne par exemple beaucoup d'applications petites au magasin. L'équipe qui gère les applications pour le magasin, tout ce qui est back-office, magasin, là-dessus, et ont récupéré plusieurs petites applications de ce type-là. Voilà. Et en effet, eux, par contre, ils font grossir, souvent ils rajoutent un développeur en plus dans leur équipe, parce que avec ces éléments-là. Et après, pour les gros sujets, comme on a là en ce moment, c'est plusieurs équipes différentes qui vont un peu éponger un peu ou absorber les différents morceaux.
Donc là, par exemple, la customisation web qui a été lancée au lab va être absorbée par 4 équipes différentes là, cette année. D'ailleurs, ces parties-là sont des fois complexes, parce que tu avais le lab qui gérait tout seul, et la répartition s'est ensuite refait sur 4 feature teams différentes. Là, tu sens que ces projets-là sont des fois beaucoup plus en difficulté pour après devoir se synchroniser et tout, versus le mode de fonctionnement très simple qu'il y a eu pendant la phase de POC. Ok. Moi, j'aurais 3 questions. À quel niveau enfin, du groupe a été enclenchée cette idée finalement? Comment a été enclenchée? Est-ce que c'était en externe, sur un cas, sur du conseil d'un cabinet externe? Est-ce que c'était en interne? Est-ce que c'était DSI, PDG? Non, je vais dire, j'ai expliqué au tout début, c'était en interne, du coup. En interne? C'est une idée qui est venue de mon DSI directement. Donc, c'est une idée qui est venue de mon CEO. Voilà. Donc, clairement, je pense qu'il a vu, lui, dans les échanges qu'il avait avec les différentes directions métiers, ce besoin de trouver un système pour contrer un peu le shadow IT au départ. Il y avait beaucoup de shadow IT bien dégueulasses qui étaient faits. Donc, il a vu cette idée de se dire, bah, ok, je vais leur proposer quelque chose pour pouvoir gérer leur POC, mais avec une vraie équipe qui est pas qui sont pas les équipes IT habituelles que je leur propose. D'accord, Donc l'idée vient de ça au départ. d'accord. Et ma deuxième question, vous avez parlé effectivement d'un effet cow-boy par rapport à tous les autres départements qui doivent opposer une résistance ou une inquiétude, ou ce qui est assez humain hein, en fonction des profils. Et comment ça a été géré? Comment ça a été géré Alors, ces sujets? la première chose qui a été faite, c'est qu'il y avait le sponsoring du DSI. Ça aide beaucoup. Quand le DSI est lui-même sponsor de la démarche, clairement, ça nous a mis une carte laissée passer partout, hein, en disant, mais on se calme tout de suite. Oui, on fait les choses différemment, mais regarde, t'es pas content, tu vas en parler là-bas. Ça nous a quand même pas mal aidé, faut l'admettre au démarrage. Et ensuite, c'est vrai qu'au fil du temps, il a fallu qu'on rentre un peu dans le rang à certains endroits. Voilà. Clairement, par exemple, un élément par exemple, clé, la sécurité. Sécurité, les premières années, on faisait n'importe quoi. On avançait bien en tête, sans s'en préoccuper. À un moment, on s'est quand même dit, non, c'est plus possible, il faut quand même rentrer un peu dans ces moules-là. Donc, Ouais, on a retrouvé par contre des process pour travailler avec les équipes de manière quand même plus efficace que les process classiques. Donc, on peut considérer qu'avec chacune des équipes, un peu support, le réseau, la sécu ou autre, on a des laissés-passer. Il y a clairement des laissés-passer. Donc, tu as un process un peu plus rapide pour gérer ça avec le lab. d'accord. Et du coup, Après, j'imagine qu'il y a eu un retour sur investissement. C'est ma dernière question. Globalement, le retour sur investissement en moyenne, depuis la création, il y en a un chiffre ou... Ah, alors, c'est compliqué de dire ça comme ça. Ce qu'on peut se dire, c'est que sur les 60 projets dont on évoque là, il y en a environ un tiers qu'on disait que c'est du fail, clairement, ou sur lequel on D'accord, n'a rien fait. Tu en as un tiers qui se sont transformés dans des fonctionnalités qui ont été remises dans d'autres produits. Et d'accord, tu en as un tiers qui ont créé des vrais produits. Voilà. d'accord. Donc, clairement, si tu poses la question à la direction de Kiabi, pour eux, c'est une mine d'or. Soyons D'accord. clairs, cette Ok, équipe, ok. c'est assez marrant, c'est une équipe qui est citée systématiquement dans tous les grandes messes de Kiabi. Tu peux être certain qu'elle va être citée plusieurs fois. D'accord. Donc voilà, je pense qu'ils considèrent que le retour sur investissement doit être bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup des sujets qui sont nouvellement arrivés dans l'équipe qui ont été poussés directement par les dirigeants, en fait. Donc, par des personnes assez haut placées côté Kiabi, que non, on va filer ça au lab, c'est plus logique. D'accord. D'accord. Mais c'est et vrai qu'il après, n'y il a y pas a un aussi, ROI qui est calculé financièrement simple à prendre, il faut l'avouer. et ce qu'a dit Julien aussi, dans le tiers de sujets qui partent à la poubelle, il y a un tiers des sujets qui sont partis à la poubelle à un instant T. On a vu récemment que des sujets qui étaient partis à la poubelle en 2016-2017, où on était peut-être trop en avance par rapport Mhm. au marché, par rapport aux technos, reviennent sur la table dès aujourd'hui. Ouais, d'accord. Donc ça reste, on a déjà fait, on a aussi un petit peu d'avance et on a un petit peu de choses cachées un petit peu sous les tiroirs qui restent d'actualité aujourd'hui, Pour le moment. pour le moment. D'accord. Merci, hein. J'ai une question qui vient de ma rue et qui ressemble un petit peu à la mienne, à la première. Donc, penses-tu que d'autres équipes chez Kiabi, en fait, gagneraient à basculer avec ce même mode de fonctionnement? Et en fait, la question que j'avais, c'était qu'est-ce qui empêche le reste de l'IT de fonctionner comme ça? Alors,
Alors, pour donner une idée, on a présenté plusieurs fois des Rex en interne sur le mode de fonctionnement du lab auprès des autres équipes. Donc, clairement, donc ça, c'est une réalité. Oui, je pense que ça serait très intéressant que d'autres équipes fonctionnent comme ça. Ça, c'est une réalité. J'y crois beaucoup. Pour autant, même moi, en étant leader de l'agilité pendant 5 ans chez Kiabi, j'ai jamais réussi à faire basculer une équipe dans ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qui l'empêche? Je pense qu'il y a cette croyance que il serait, enfin, plusieurs fois, j'ai eu ces retours-là de la marche est trop haute pour eux, clairement. Ben, c'est cette croyance-là, en tout cas. Ils n'osent pas se lancer comme ça. Il y a aussi beaucoup se raccrocher aux branches. Je vous parlais tout à l'heure de repartir un peu d'une feuille blanche. Beaucoup d'équipes, quand on leur parle de virer un backlog, de virer les rituels, de virer Scrum, waouh, c'est juste quelque chose qui est impossible pour eux à présent. En tout cas, dans leur imaginaire, en tout cas, dans leur imaginaire. Et ils se sentent pas à l'aise avec ça. Ils se sentent pas à l'aise avec ça. Et le dernier élément, et là c'est peut-être un peu plus politique, les personnes qui pourraient faire ces changements-là sont les mêmes personnes qui n'ont pas de rôle dans une équipe comme le lab. Ça, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Oui, mais après, si tu as effectivement, s'il y a un sponsor de plus haut niveau qui vous donne carte blanche là-dessus, en fait, c'est peut-être ce qui manque aussi C'est côté ça. IT. Ouais. C'est ça. En tout cas, il n'y a jamais eu aucun sponsoring qui a été fait pour se dire ce modèle-là, on veut le dupliquer sur d'autres équipes. Ça n'a jamais existé. Ok. Et comme je dis, je pense que l'élément quand même le plus clé, c'est cette partie-là. C'est que les personnes qui seraient en mesure de faire ces changements-là au niveau des produits sont des personnes qui ne se retrouvent pas en fait dans les rôles que l'élaborer. Et c'est un peu si la branche sur laquelle tu es assis, quoi. Oui, enfin, Euh, ok, ça marche. mais surtout, Pardon, vas-y. surtout, juste Laurent, Ouais. pour moi, les 90% le plus important de la question, c'était surtout le modèle de pensée que Julien a, enfin, Julien Roman. C'est pourquoi il penserait que ces équipes-là, elles gagneraient à basculer un peu plus vers ce mode de fonctionnement par rapport à, je sais pas, voulu dire 100% basculement. Mais pourquoi? C'est quoi les critères? Votre fonctionnement, il est très particulier, ce qu'on vous demande. Mais eux, est-ce qu'ils gagneraient à faire la même chose? Et dans le cas de si oui, bah pourquoi? Alors, je vais répondre à une partie. Alors, est-ce qu'il y gagnerait? Peut-être. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, puisque comme on a pu le voir avant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et je pense que dans ces équipes-là, avec les contraintes qu'il y a de personnes, de mindset en place, et ça va être le mindset qui va être important dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont penser vraiment orienté chefferie de projet, backlog, démarche, structuration. Et du coup, cette étape de savoir peut-être s'élever et puis s'éloigner de tout ça, ça va bloquer. Est-ce qu'ils vont y gagner? Ils peuvent y gagner, par exemple, en delivery, expérimentation terrain. Ça, ils vont y gagner quoi qu'il arrive. Parce que quelque part, aujourd'hui, on a les chiffres, hein. Le lab, c'est 15 ou 17 projets à l'année. Une équipe standard à Kiabi, c'est 3 sujets à l'année. Donc oui, en delivery et en expérimentation, on va y gagner, c'est sûr. Maintenant, c'est est-ce que les gens sont prêts à le faire? Est-ce que les équipes ont les personnes avec les bons mindsets pour le faire? Et est-ce que les idéateurs ou une logique métier dans ces équipes-là, est-ce qu'ils ont aussi ce mindset? Parce qu'il faut bien que le côté porteur soit des deux côtés. C'est un échange de 50-50. Tu peux avoir, par exemple, des idéateurs qui vont te bloquer de l'autre côté parce qu'ils sont un gros frein et qui n'ont pas envie de se lancer dans cette méthode-là. Donc c'est vraiment un ensemble et c'est pour ça que je pense que certaines équipes pourraient y gagner, oui, mais ça aurait un coût et je pense que comme Julien l'a dit, elles ne sont pas prêtes à assumer ce coût de transformation. Et par contre, si tu prends du point de vue du métier, c'est ça qui est intéressant. Il y a de ce fait-là, comme vous l'aurez compris, pas mal de projets qui basculent après vers d'autres équipes côté Kiabi. Donc les idéateurs se retrouvent finalement à faire un changement de méthodologie bien souvent. Parce qu'ils ont travaillé pendant X temps avec le lab, et tout à coup on leur dit bah, finalement maintenant ton interlocuteur c'est telle équipe avec telle méthode. Clairement, je pense qu'il n'y a pas un idéateur qui a apprécié ce modèle-là. C'est-à-dire ce changement-là, il est plutôt souvent mal perçu en fait. Donc, ce qui pourrait aussi apporter un changement un peu dans le modèle pour ces équipes, c'est de se dire, bah, OK, pourquoi finalement la personne qui est en face de moi côté métier, elle est plus contente de la façon de travailler ce projet-là versus comment ça se passait au lab avant. Je pense qu'il y a un vrai élément là-dessus qui pourrait être différenciateur. Ouais.
c'est ce que je pensais. Je me disais, je réfléchissais un peu à une métaphore un peu en, en militaire. Je me disais, je pourrais être les scouts, l'infanterie légère, un truc comme ça. Et je me disais, est-ce que ça fait sens de basculer directement vers les panzers lourds, ou est-ce qu'on pourrait faire intervenir déjà la cavalerie légère ou cavalerie un peu plus lourde, au lieu de tout jeter direct vers les, je sais pas moi, Hmm. euh, les équipes de canonniers impliquant la marine, je sais pas quoi. Enfin, en gros, un projet, gros projet sur 3 ans avec je sais pas combien de programming increments, je sais pas quoi. Vous voulez faire ce saut-là, saut de la mort, que vous pourriez pas avoir l'intuition de tourner ici, de vous créer. Ce qui est, sa prochaine évolution, ce serait, ouais, je vais faire une équipe encore un peu plus hybride hein, entre les deux, puis encore, puis encore. Je sais pas. Hmm. C'est ce que je pensais. J'ai d'autres questions. Euh, Tu dis que c'était difficile de passer. Enfin, la question que je me pose, c'est pourquoi ce serait difficile de passer à l'échelle. Euh, Imaginons que vous ayez besoin de passer à l'échelle, parce que c'est Hmm. peut-être que 10, vous êtes à l'équilibre, mais vous êtes obligé de passer à 50 ou 100. Qu'est-ce qui pose difficulté aujourd'hui? Je pense que le premier truc qui pose difficulté, c'est le recrutement, tout simplement. Comme je t'ai expliqué, en fait, finalement, on peut le voir comme ça. Enfin, je dis souvent comme ça avec Romain, pour un peu la métaphore sportive. C'est un centre de formation, ce truc-là. Les centres de formation, finalement, ouais, il prend des jeunes pousses et il les fait grandir et il les forme à la méthode. On peut le voir un peu comme ça. Il faudrait clairement qu'on agrandisse beaucoup le centre de formation. Ce qui n'est pas si facile que ça, finalement. Parce qu'il faut trouver quand même les bons profils. Il faudrait voir si on arrive à trouver autant de profils que ce qu'on souhaite dans les alternants, dans la région lilloise en particulier, voilà, voir un peu cette partie-là. Donc, il pourrait y avoir ça déjà comme enjeu, de se dire est-ce qu'on peut former autant de personnes pour finalement avoir ça. Après, on pourrait très bien imaginer avoir deux, trois équipes comme ça, hein. On pourrait très bien avoir plusieurs équipes de ce type-là si on voulait aller à l'échelle. Mais je pense que c'est le premier élément qui serait compliqué, c'est ça. En tout cas, de grandir trop vite. On pourrait le faire, tu vois, si on se dit qu'on a un plan à 3 ans à grandir à 30 personnes, peut-être qu'on peut le planifier. Par contre, si on devait dès demain passer à 20, je pense qu'on ne saurait pas le faire. D'accord. C'est plus le recrutement et dans la réactivité au recrutement. Ok. Tout à fait, parce qu'en effet, et on l'a vu par expérience, prendre des profils déjà confirmés qui passent pas par ces étapes-là, Ouais, on ça a marche compris. pas en fait. Et, une autre question, mais après je vais laisser la place aux autres, évidemment. Euh, on a vu que c'est des équipes de 2 3 personnes hein, qui travaillent sur un sujet. Ils sont focus sur un sujet, ils peuvent en avoir plusieurs en parallèle. C'est- Et en fait, la Alors, question qu'il y a derrière, c'est est-ce que c'est un mode projet finalement que vous avez? pour vulgariser ça un peu, ça peut être du projet dans le projet, Ouais, des mini-équipes dans l'équipe, je vais le dire plus ça comme ça. Et il y en a certains qui vont avoir tendance aussi à agir plus en transverse et avoir, par exemple, plusieurs petits sujets en même temps. Donc, Mais, c'est mais- vraiment le fonctionnement mais- d'équipe dans l'équipe. En gros, ils gèrent leurs petits sujets d'un côté. Et pour certains qui ont un peu plus d'appétence alors on va dire compétence, mais au sens large, plus le côté, par exemple, cloud, côté ops, on va les propager un peu sur d'autres petits sujets en soutien, support. Comme ça permet aussi de faire grandir les membres des petites équipes. en tout cas, c'est quand même assez rare qu'il y ait des personnes qui travaillent sur un sujet unique à un instant T. Encore plus quand on discute build et run, puisque tu as au moins des sujets de ouais. run que tu travailles sur les produits que tu avais déjà fait avant. Hmm. Ok, merci. Non, non, en effet, c'est une bonne question, hein. Je considère pas qu'on travaille en mode projet. C'est ça qu'on pourrait se poser la question. Je pense pas qu'on travaille vraiment en mode projet. Non, non, mais c'est un mode projet très particulier vu que vous êtes Ouais, dans l'exploration et c'est ça. l'incubation. Donc, c'est un mode projet qui est adapté à cette Mm. phase-là. Mais finalement, on en revient un petit peu à ça. Et c'est assez étonnant. Bon, enfin bref. Mais, Est-ce mais- qu'il y a mais- d'autres- mais c'est mais c'est clair qu'on n'est pas en mode produit. Il faut être honnête, je ne peux pas dire qu'on est en mode produit pur quand je vois comment on fonctionne, ce ne serait pas vrai non plus. C'est une espèce d'hybride entre les deux. Ouais. Ah, mais c'est normal, hein. Ça s'explique. Si on avait le temps, je pense que votre implémentation s'explique. Euh, ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question. Est-ce que vous connaissez d'autres entreprises qui suivent votre méthode ou qui ont un-
qui ont un pôle expérimental comme vous? Alors, pour le coup, je connais d'autres boîtes qui ont des pôles expérimentaux, mais néanmoins, le mode de fonctionnement, il n'est pas comme nous. Ça reste des modes de fonctionnement. En tout cas, personnellement, j'en ai pas vu, j'ai jamais vu ça pour l'instant dans d'autres boîtes, dans la région, en tout cas dans les échanges que j'ai eus. Des pôles expérimentaux, oui, j'en ai vu, mais ça reste plus classique finalement, avec une méthodologie Scrum classique. Ils prennent pas forcément les mêmes axes de travail. Soit typiquement, je peux dire que côté ADO, il y a ça. Voilà. Donc, je suis ADO. Il y a bien ça côté ADO et l'équipe ADO d'Innovation Lab, elle ne travaille pas comme le travail le Digital Lab de Kiabi. Donc, il y en a partout où tu passes. Oh, c'est pas moi qui l'ai monté, ce truc-là. Donc, hein, Marou, tu avais d'autres questions? Oui, j'ai perdu dans le chat. Alors, la première, c'était juste pour comprendre le financement des. À chaque fois que vous commencez une initiative, le financement vient de la demande, c'est ça? C'est C'est ça, eux ouais. qui viennent avec leur budget. C'est Ils ça. fixent le scope, la timeline et tout. Donc, vous leur donnez, en gros, c'est pré-package. Vous leur donnez, Non, ouais, à chaque fois, c'est au moins deux développeurs et pas plus de 3 mois. J'essaie d'imaginer un peu comment ça marche. non, non, Comme pas ça que ça forcément. marche? Non, ça marche pas vraiment comme ça, justement. Ils arrivent vraiment avec deux choses. Ils arrivent avec une idée brute, souvent sur vraiment quelque chose, et une macro-estimation de qu'est-ce qu'ils ont comme budget. Quand je dis macro, c'est vraiment macro, hein. Est-ce qu'ils ont 3 000 euros ou est-ce qu'ils en ont 50 000, quoi. Ça se résume à ça. Et après, tout ce qui va être scope, timeline et tout, on travaille avec eux. On travaille ça avec eux. Donc réellement, ils arrivent avec uniquement du scope et une enveloppe budgétaire. C'est presque plus une appétence budgétaire qu'on pourrait même parler, plus qu'une enveloppe des fois. C'est quelle appétence budgétaire ils ont sur un truc comme ça. Et donc nous, rapidement, dans les premiers ateliers qu'on fait avec eux, c'est une discussion qu'on va vite avoir avec eux. C'est qu'OK, on commence à voir un peu les solutions qu'on pourrait te proposer. On parle de combien? Tu as 20, tu as 30, tu as 40. Quoi qu'il arrive, nous, on s'adaptera toujours au budget qu'ils ont en face pour réduire le scope associé à ça. Et pour lui faire une proposition D'accord. Oh, qui est liée à toujours en lien avec la problématique. Ça arrivait très rarement mais, que les personnes viennent nous voir en ayant une idée, mais un budget qui était complètement déconnant. Peut-être 2-3 fois comme ça arrivait sur 60 projets. En disant non, mais là, c'est pas possible, tu veux faire un truc comme ça et tu as ça comme budget. Là, on peut rien faire pour toi. mais si ça ramène et que ce qu'ils veulent faire, ça va vous prendre deux personnes pendant 1 an, vous dites pas, tiens, on est obligé de recruter, vous leur dites, non, il faut qu'on découpe ça un peu plus Ah petit, oui, ou ah oui, tu ah oui, gères ça clairement, bien comment? sûr. Déjà sur les durées, c'est sûr, hein. Là, on parle forcément en semaine ou en mois, hein, c'est évident, c'est évident. Jamais on se projette sur des trucs aussi longs que ça déjà. C'est toujours le plus long qu'on ait eu, c'est le site d'e-commerce de seconde main, et c'était un produit à 5 mois, je crois. C'était un produit à 5 mois. Ouais, on Ah, d'accord. Ça, ouais, ça reste toujours ça peut aller jusqu'à. Hmm. Ça reste des Pardon, délais je voulais pas assez courts. t'interrompre. Il doit y avoir un décalage à chaque fois que Vas-y, vas-y. oui, je pense que tu as arrêté. Alors, la dernière, c'est quel type de désaccord as-tu eu au départ avec les autres équipes? J'imagine, tu as mentionné un peu l'exemple sécurité tout à l'heure, mais j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup d'autres. Oh, je peux t'en Euh, citer plein si tu veux. Ouais. ouais, justement, j'adore. Et surtout, comment vous avez navigué ça? Surtout, les deux. Voilà, merci. Alors, en désaccord, ça va de vous n'avez pas utilisé les technos qu'on utilise, vous n'avez pas codé comme nous, vous n'avez pas fait comme on voulait, vous avez fait les cow-boys et il y a un process long qui prend 6 mois qui habille pour faire ce que vous avez fait en 2 jours. On a eu quoi? On a eu bon bah je me suis mal réveillé ce matin et du coup j'avais envie de mettre une petite cartouche pour le plaisir. Et ça va ressembler à peu près. Normalement, j'ai à peu près tout couvert des problématiques qu'on a eues. Problème On de a eu aussi qualité aussi, les ouais. mouvements. Vas-y, Julien. Problème de qualité, votre qualité c'est de la merde. Voilà, c'est ce que j'allais dire, la partie cow-boy où voilà, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez et nous, on est obligé de scoltiner les process standards. Vos qualités, c'est de la merde. Vos process, c'est de la merde. Vos produits, c'est de la merde. Voilà, je peux te cumuler longtemps. Ça, c'était les débuts. Alors, bien souvent, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ces feedbacks-là, bien entendu, on les a pas des idéateurs, hein, comme vous l'imaginez bien. On les a des autres équipes qui ont, faut être honnête, et c'est vrai que c'est pas une partie évidente. Il y a un peu, ça a un peu créé comme une DSI à deux vitesses, ce système-là. Avec finalement cette équipe-là, qui va être en capacité d'aller vite, d'être très appréciée du métier en plus, il y a, à des moments, il faut être honnête, une forme de jalousie qui s'est créée. C'est une réalité, tu le ressens, hein. Il y a des trucs qui sont là-dessus.
Après, comment ça s'est réglé la plupart du temps? Par du factuel. Votre qualité, c'est de la merde. Bah, on a été remontré par A plus B via les KPI de qualité que la qualité, elle est identique des deux côtés en termes de stats, en termes de statistiques. Sur les parties sécurité, là, c'est nous qui avons mis un peu de notre vin en disant, OK, il y a un process de sécurité, essayons de respecter au moins 3/4 du process de sécurité, tout en gardant quand même à l'esprit qu'on doit aller plus vite que les autres. Côté network, c'est pareil. Logiquement, une ouverture d'un port réseau, ça prend 3 semaines. On a accepté que ça pouvait prendre qu'une semaine pour le lab, avec une personne dédiée, une discussion avec son manager pour dire, attends, nous, on aura besoin de quelqu'un de dédié qui pourrait être réactif là-dessus. Donc souvent, ça se passe par de la concertation, hein, clairement, et par du bon sens, hein. Je ne suis jamais passé en force pour faire tout ça. Ça, c'est important aussi. Je le disais tout à l'heure, on avait quand même le sponsoring de notre DSI, mais j'ai très, très, très rarement joué cette carte-là, honnêtement. L'objectif, c'est quand même d'avoir des échanges qui se passent bien avec les autres. Je pense que les échanges les plus difficiles qu'on a eus, c'est avec les équipes qui nous reprenaient les produits, honnêtement. Clairement. Et ça s'est résolu de manière très simple. C'est qu'en fait, on a fait quelque chose de très banal. On a embarqué quelques développeurs à eux au moment de la transition. On leur a dit, voilà le code. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Et au final, les retours, c'était, bah, en fait, vous avez fait comme nous. Et du coup, bah, cette image, à la fin, elle commence à se dissiper parce que le bouche à oreille fait son effet derrière. Et donc, ça, du point de vue des développeurs, la bascule, ça se passe bien. C'est peut-être plus du point de vue des product managers que c'est compliqué. Un product manager qui récupère un produit qu'on a créé et qu'il n'a pas lui-même, finalement, créé au départ, qui n'a pas participé à toute sa phase de conception, ça, c'était pas évident. Donc, ce qu'on a aussi fait ces dernières années, c'est qu'on a essayé d'intégrer un peu plus, en mode un peu conseil, les product managers qui pouvaient récupérer le produit par la suite. D'ailleurs, c'est un point intéressant, c'est vu que c'était l'élément un peu dur, la bascule vers les équipes de run ensuite, quand on a démarré un nouveau projet depuis maintenant 3 ans, on réfléchit tout de suite à quelle équipe pourrait le reprendre si ça marchait bien. Et comme ça, on peut tout de suite commencer à aller en discuter avec elle pour dire, on travaille sur un truc, est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille là-dessus, toi? Donc déjà, comme ça, on a leur aval, et on peut les impliquer avec parcimonie pour qu'ils se sentent quand même plus impliqués un peu dans le qu'est-ce que ce produit on est en train de créer et qu'est-ce qu'ils pourraient récupérer par la suite. Sur cette idée, est-ce que vous avez, parce que là, pour que ça s'intègre bien, en fait, c'est ceux qui vont le recevoir qui viennent dans l'équipe pour faire la transition, c'est ça que j'ai compris. Ça, c'est l'idéal. Ça va se passer comme ça, c'est l'idéal. Et sur les idées qui vont devenir des plus gros projets comme c'est arrivé, est-ce que vous avez envisagé que le core team change, en fait, aille suivre le produit final? C'est ce qui a été fait, du coup, hein, le site de seconde main, c'était un split du Digital Lab. On a perdu beaucoup de monde à ce moment-là, nous. et la core team du Digital Lab, elle est devenue la core team du produit de côté. Ça a beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens sur les tout petits services satellites, mais sur les gros, ça a du sens. Il nous reste quelques minutes. Moi, j'ai une question qui me démange depuis tout à l'heure, parce que vous dites, alors en fait, déjà, ça ressemble aux problématiques qu'on avait quand il y avait le build et le run. Et là, maintenant, on a cette problématique aussi avec la partie exploration. La question qui me démange, c'est on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiques agiles, que c'était difficile d'être récupéré dans la phase de build, etc. Pourquoi vous parlez d'équipe agile? Pourquoi vous parlez d'approche agile? Parce que finalement, c'est presque plus d'une startup, plus de l'exploration. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à l'appeler agile? Oh, t'as raison, c'est une bonne question. Bah, en tout cas, ce qui nous pousse à l'appeler comme agile, c'est au minimum, quand on regarde les approches modernes, qui sont liées à la partie agilité un peu plus moderne, telles que Earth of Agile ou autre, on arrive, nous, à se retrouver là-dedans. Quand je regarde un peu les choses qui sont récentes, on arrive à se retrouver là-dessus. Après, clairement, je pense pas si quand on market un peu ça, nous en interne, on parle beaucoup d'agilité au niveau de cette équipe-là. Je pense pas qu'on s'appelle l'équipe agile au sens propre du terme, finalement. Non, mais ou agilité, ça me va aussi. Voilà. Mais en tout cas, ça nous fait quand même dire que on se retrouve en tout cas dans la philosophie de ces tendances agiles, peut-être un peu plus récentes,
qui sont des back to basic, redonnant l'agilité aux développeurs. Voilà. C'est pour ça qu'on se associe à ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que Heart of Agile, c'est tellement générique que tout le monde peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, c'est pas Oui, bien assez sûr, bien sûr. restrictif pour pouvoir catégoriser comme là on est dans l'entreprise agile, en fait, chercher comment dire, à situer. Donc ça m'intéressait. Ok, donc ça marche. Je vous propose de clôturer. Ah, C'était hyper intéressant. Il y a sûrement d'autres questions, mais on va s'arrêter là. C'était super intéressant. Merci Julien, merci Romain de ce partage très riche et voilà, avec beaucoup de générosité dans le partage. Voilà, je vous dis merci à tous. Et puis, encore une fois, merci Julien, merci Romain. Et à Merci très à bientôt. vous. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Encore merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.